Chapitre 6. Payer de sa personne, l'autorité. Dans un groupe, c'est la personne occupant la première place qui, consciemment ou pas, donne le ton. Si le chef est timoré, susceptible ou trop soucieux de sa réputation, cela percole inévitablement dans tout le groupe et rend impossible toute action efficace. Le fait de se lamenter et d'exhorter les gens à travailler plus est contre-productif. Il faut adopter le style opposé. Donnez à vos troupes un moral d'acier par vos actes et non par vos paroles. Si l'on vous voit travailler plus que tout le monde, manifester les plus hautes exigences, prendre des risques avec assurance et trancher les cas difficiles, cela galvanise le groupe et le soude. En cette époque démocratique, il faut mettre en pratique ce que l'on prêche. Le roi des dealers. Nul ne peut commander convenablement une armée depuis l'arrière. Il faut être devant, en première ligne. Il faut s'y montrer. Chaque officier et chaque homme présent doivent en ressentir l'effet sur leur esprit et leur énergie personnelle. Général William T. Sherman. Au printemps 1991, le jeune Curtis Jackson était reconnu comme l'un des dealers les plus habiles. Sa fidèle clientèle avait augmenté au point qu'il avait dû recruter des acolytes pour répondre à la demande. Mais comme il le savait, rien de bon ne dure dans un quartier défavorisé. Au moment où Curtis faisait des projets pour étendre son réseau, un dealer plus âgé du nom de Wayne se mit à le menacer. Wayne, après un séjour en prison, était de retour. Il était décidé à faire beaucoup d'argent le plus vite possible et à dominer le trafic de drogue local. Curtis était apparemment son principal rival. Wayne tenta d'intimider le jeune trafiquant et l'avertit qu'il ferait mieux de réduire ses affaires ou bien cela lui coûterait cher. Curtis ne s'en soucia pas. Alors Wayne décida de placer la barre plus haut. Il fit savoir qu'il allait faire tuer Curtis. Ce dernier avait déjà vu faire cela et il savait ce qui allait arriver. Wayne ne pouvait pas se salir lui-même les mains. Il ne pouvait risquer de retourner en prison. Il misait en revanche sur le fait qu'un jeune écervelé apprenne son désir de tuer Curtis et, pour obtenir plus de crédibilité dans le milieu, prenne l'initiative de faire le sale travail. Effectivement, quelques jours après avoir appris les intentions de Wayne, Curtis remarqua qu'un jeune garçon du nom de Nitti le suivait dans les rues. Curtis acquit la certitude que Nitti avait l'intention de le descendre et sans tarder. Telle était la dynamique décourageante du trafic dans un quartier. Plus un dealer réussissait, plus il attirait de malveillance. S'il n'inspirait pas la terreur, des rivaux s'en prenaient à lui pour lui prendre ce qu'il avait en menaçant continuellement sa position. Quand ce processus s'enclenchait, le dealer qui avait réussi se trouvait entraîné dans un cercle vicieux de violence, de représailles et de séjours en prison. Cependant, quelques trafiquants parvenaient à se hisser au-dessus de la mêlée. Dans le quartier, ils étaient comme des rois. Le simple fait d'entendre prononcer leur nom ou de les apercevoir dans la rue suscitait une réaction instinctive, mélange de peur et d'admiration. Ce qui les distinguait du lot, c'était une série d'actes passés prouvant leur intelligence et leur intrépidité. Leur manigance pouvait être imprévisible et n'en était que plus effrayante. S'ils prenaient l'envie à quelqu'un de les défier, ils se remémoraient vite ce que ces personnages avaient fait dans d'autres circonstances, et cela le calmait. Tout cela leur conférait une aura de pouvoir et de mystère. Au lieu d'être cernés par des challengers, ils avaient des disciples prêts à les suivre aussi loin qu'ils le voudraient. Si Curtis voulait se donner cette stature, le moment était venu de le prouver, de façon aussi spectaculaire que possible. Menacé de mort imminente, il s'appliqua à maîtriser ses émotions et réfléchit posément au dilemme devant lequel Wayne le plaçait. S'il cherchait à tuer Wayne le premier, celui-ci serait sur ses gardes et en situation de légitime défense, et il aurait une excuse toute trouvée pour supprimer Curtis. Si ce dernier en revanche s'en prenait à Nitti et le tuait, la police l'arrêterait et il écoperait d'une lourde peine, ce qui arrangerait parfaitement Wayne. Et s'il ne faisait rien, Nitti finirait par l'avoir. Mais la stratégie de Wayne avait un point faible, la peur de faire lui-même le travail.
Ainsi, il n'était pas un roi, mais juste un dealer froussard qui jouait les durs. Curtis allait l'attaquer sous un angle inattendu et retourner la situation en sa faveur. Sans perdre de temps, il demanda à un membre de son réseau, appelé Tony, de l'accompagner pendant l'après-midi. Ils surprirent ensemble Nitti dans la rue et tandis que Tony le tenait, Curtis lui lacéra le visage avec une lame de rasoir. Il lui fit une blessure assez profonde pour que le gamin parte en hurlant à l'hôpital et garde un moment une belle balafre. Quelques heures plus tard, Tony et lui trouvèrent la voiture de Wayne vide et la criblèrent de balles. C'était un message ambigu qui pouvait signifier soit qu'il aurait souhaité qu'il fût dedans, soit qu'il le défiait de réagir et de les attaquer ouvertement. Le lendemain, les dominos tombèrent comme Curtis l'avait pensé. Nitti alla trouver Wayne, espérant qu'ils aillent tous les deux se venger de Curtis. Après tout, Wayne aussi s'était fait attaquer. Mais celui-ci insista pour que le gosse monte au créneau tout seul. Alors, Nitti perça Wayne à jour. On l'avait utilisé comme pigeon pour faire le sale boulot, et Wayne n'était pas aussi coriace qu'il le prétendait. Nitti n'avait donc plus rien à faire avec lui, et il avait trop peur pour affronter Curtis lui-même. Il décida qu'il pouvait vivre avec sa cicatrice. Wayne était désormais en position délicate. S'il demandait à quelqu'un d'autre de le débarrasser de Curtis, il apparaîtrait pour ce qu'il était vraiment, trop lâche pour le faire lui-même. Mieux valait oublier toute l'affaire. Dans les jours qui suivirent, tout le quartier parla de cette histoire. Le jeune Curtis avait battu un vieux rival à son propre jeu. À la différence de Wayne, il n'avait pas peur de se montrer lui-même violent. Ce qu'il avait fait était effronté et spectaculaire. Personne ne l'avait vu venir. Chaque fois que des gens croisaient Nitti dans la rue avec sa longue balafre sur la figure, cela leur rappelait l'incident. Les rivaux pouvaient y réfléchir à 2 fois avant de défier Curtis. Il s'était montré coriace et rusé. Et ceux de son réseau étaient dûment impressionnés par son sang-froid et la façon dont il avait retourné la situation. Ils le regardaient désormais d'un œil nouveau, comme quelqu'un capable de survivre dans cette jungle et qui méritait d'être suivi. Curtis donna ainsi plusieurs leçons mémorables et lentement se hissa au-dessus des autres dealers. Il s'attira ainsi une cohorte de jeunes admirateurs qui allait bientôt constituer une bande dévouée de disciples. Il l'aiderait au moment où il se diversifierait dans la musique. Après le succès de son premier album en 2003, Curtis, désormais appelé 50 Cent, commença à réaliser son rêve de créer une entreprise conséquente. Les choses mirent quelques mois et même quelques années à se mettre en place, mais un malaise sourdait en lui. Étant donné sa position et sa célébrité, il était naturel de croire que ceux qui travaillaient pour lui allaient simplement, sous sa direction, faire ce qu'ils voulaient. Mais toute sa vie lui avait appris le contraire. Les gens veulent tout vous prendre sans cesse. Ils remettent en cause vos pouvoirs et vous défient. Dans le milieu des affaires, les cadres et gestionnaires qui s'occupaient de son business ne cherchaient pas à lui prendre son argent ni sa vie, mais il avait néanmoins le sentiment qu'il grignotait son pouvoir et tentait d'assagir son image. Bref, de faire de lui quelqu'un de rangé et de prévisible. S'il laissait faire les choses, il perdrait la seule qualité qui le rendait unique, la propension à prendre des risques et à surprendre. Il représenterait bientôt un investissement sûr, mais il ne serait plus un leader ni une force créatrice. Dans le monde où nous vivons, impossible de se détendre et de se reposer sur son nom, ses réussites ou son titre. Il faut se battre pour imposer sa différence et contraindre les gens à vous suivre. Toutes ces conclusions s'imposèrent douloureusement à lui pendant l'été 2007. Son 3e album, Curtis, devait sortir en septembre et tout le monde avait l'air de s'en ficher. Le label Interscope se comportait comme si l'album allait se vendre tout seul. L'équipe de gestionnaire de Curtis avait concocté une campagne de vente qu'il jugeait trop gentille, passive et comme il faut. Les gens essayaient de trop maîtriser la situation. Un après-midi du mois d'août, un employé du G-Unit Records, le label personnel de 50 au sein d'Interscope, lui apprit qu'il y avait eu une fuite. Une vidéo de l'album sur le point de sortir était sur Internet. Si elle se diffusait, cela flanquerait par terre le lancement soigneusement orchestré des morceaux prévus pour ce même mois. 50 fut le premier à apprendre la chose et après s'être demandé quoi faire,
il décida que le moment était enfin venu de secouer cette belle mécanique, d'être imprévisible et de se comporter en roi des battants. Il convoqua dans son bureau son équipe de G-Unit chargée de la radio et d'Internet. La réaction classique à la fuite, défendue par les gestionnaires, consistait à tenter d'étouffer la propagation virale de la vidéo. 50 leur ordonna de propager subrepticement la fuite vers d'autres sites pour qu'elle s'étende comme un feu de brousse. Par-dessus le marché, lui et son équipe inventèrent une histoire à communiquer aux journalistes pour l'édification du public. Quand 50 avait appris la fuite, il s'était mis dans une fureur noire. Il avait lancé son téléphone contre une fenêtre avec une force telle que celle-ci s'était brisée. Il avait arraché sa télévision à écran plasma du mur et l'avait littéralement explosée. Il avait quitté le bâtiment dans tous ses états et on l'avait entendu hurler qu'il fermait tout et partait en vacances. Le soir même, sur ordre de 50, ils s'arrangèrent pour que l'équipe de nettoyage du bâtiment prenne en photo les dégâts, mis en scène de façon appropriée, et que, grâce à une nouvelle fuite, ces photos se retrouvent sur Internet. Les choses devaient rester strictement entre eux. La direction elle-même ne devait pas savoir que toute l'affaire était bidon. Pendant les jours qui suivirent, 50 observa avec satisfaction que l'histoire se répandait partout. Interscope se réveillait. Curtis envoya un message au directeur en leur annonçant qu'il prenait les choses en main. S'ils refusaient de faire davantage de publicité, comme il les en menaçait, toute leur campagne était par terre. Il fallait qu'il soit à sa botte et qu'il lui laisse donner le ton pour la publicité, ce qui signifiait une approche plus souple et plus agressive. Parmi les cadres et les employés de 50, la rumeur courut rapidement sur ce qui était prétendument arrivé. Sa réputation de violence et d'imprévisibilité refaisait surface. Quand ils le revirent dans les bureaux, ils prirent peur. Mieux valait faire attention à ce qu'il voulait plutôt que risquer sa colère. Quant au public, c'était exactement le genre d'anecdote auquel il s'attendait de la part du rappeur gangster. Il forçait l'attention. Il pouvait rire tant qu'il voulait de ses bouffonneries hystériques, sans savoir que c'était 50 à l'origine de toute cette comédie qui allait rire le dernier. L'approche intrépide. Quand je me hissais au sommet dans les affaires, je m'adaptais à ma position nouvelle. Je devins plus hardi et plus fou qu'avant, et je prêtais encore moins l'oreille à ceux qui tentaient de me freiner. 50 Cent. Au fil de l'histoire, on voit se répéter ce même processus. Certains personnages se distinguent du commun par une compétence ou un talent spécifique. Peut-être que ce sont des as en politique, qu'ils savent charmer et se faire les alliés qu'il faut. Ou peut-être sont-ils passés maîtres dans un domaine technique particulier. Peut-être encore ont-ils lancé un projet audacieux qui a réussi. De toute façon, ces individus se trouvent propulsés en position de commandement, position à laquelle leur expérience et leur éducation ne les ont pas préparés. Une fois qu'ils sont seuls au sommet, chacune de leurs actions et de leurs décisions est examinée à la loupe par le groupe et par le public. La pression peut être énorme et beaucoup d'entre eux, inévitablement, succombent inconsciemment à toutes sortes de peurs. Alors qu'ils s'étaient montrés hardis et créatifs, ils deviennent prudents et conservateurs, réalisant l'importance des enjeux. Secrètement effrayés par le fait d'être responsables du succès du groupe, ils délèguent à outrance, demandent son avis à tout à chacun, se retiennent de prendre les décisions difficiles. Ou encore, ils deviennent de véritables tyrans et tentent de tout maîtriser, ce qui révèle faiblesse et insécurité. C'est l'histoire de sénateurs remarquables devenus de minables présidents, de hardis lieutenants qui font de piètres généraux, ou encore de chefs de bureau performants qui deviennent des cadres dirigeants incompétents. Mais dans le groupe, il y en a forcément quelques-uns qui démontrent le contraire. Ils se hissent à un niveau supérieur et font preuve de qualité de meneur d'hommes extraordinaires, qualité que nul ne soupçonnait en eux. On trouve dans cette catégorie de gens comme Napoléon Bonaparte, le Mahatma Gandhi et Winston Churchill. Ce que ces personnages ont en commun, ce ne sont pas des talents mystérieux ni une connaissance particulière, mais plutôt des qualités de caractère, un tempérament qui révèle l'essence de l'art. Ils sont intrépides. Ils ne répugnent pas à prendre seuls des décisions difficiles. Au contraire,
Ils semblent ravis d'assurer pareille responsabilité. Ils ne deviennent pas brusquement plus conservateurs, mais manifestent au contraire une propension à se montrer hardis dans leurs actes. Ils se comportent avec une merveilleuse élégance sous la mitraille. Ces personnes en viennent à comprendre de différentes façons qu'un leader a un pouvoir unique qui reste en général inexploité. Un groupe tend à adopter l'esprit et l'énergie du chef. Si celui-ci est faible et passif, le groupe se morcelle en factions. Si le leader manque de confiance en lui-même, son insécurité se propage vers le bas le long de l'échelle hiérarchique. Quand il se montre nerveux et irritable, cela énerve tout le monde. Mais le contraire ouvre les possibilités opposées. Le chef audacieux qui monte en première ligne et donne le ton et le programme du groupe communique un degré supérieur d'énergie et de confiance. Un tel meneur n'a pas besoin de hurler ni de bousculer les gens. Ses subordonnés veulent le suivre parce qu'il est fort et stimulant. À la guerre, les qualités du chef viennent en relief de façon plus évidente, car des vies sont en jeu. On peut distinguer deux styles de commandement, depuis l'arrière et depuis l'avant. Dans le premier style, le général aime rester sous sa tente ou au poste de commandement et y donner ses ordres avec le sentiment que le recul lui facilite la gestion du combat. Dans ce style, on consulte les autres généraux pour les décisions importantes et on opte pour un commandement collégial. Le général en chef cherche à ouvrir le parapluie pour échapper au contrôle, aux responsabilités et aux dangers. Mais les plus grands généraux de l'histoire sont toujours ceux qui commandent depuis l'avant et tout seuls. On peut les voir avec leurs troupes à la tête de l'armée, exposés aux mêmes dangers que le moindre fantassin. Le duc de Wellington a dit que la seule présence de Napoléon Bonaparte à la tête de son armée équivalait à un renfort de 40 000 hommes. Une sorte de décharge électrique parcourt les troupes. Le chef partage leurs sacrifices, il commande par l'exemple. Cela a presque des connotations religieuses. On retrouve les deux mêmes styles dans les affaires et en politique. Les dirigeants d'entreprises qui dirigent de l'arrière tentent toujours de camoufler ce vice en vertu. La nécessité du secret, le désir d'être juste et démocratique. Mais en réalité, cette attitude est fille de la peur et conduit inéluctablement à un manque de respect de la part des subordonnés. Le style contraire, le commandement depuis l'avant et par l'exemple, a le même effet au bureau que sur le champ de bataille. Les chefs qui travaillent davantage que tout le monde, qui mettent en pratique ce qu'ils disent, qui ne craignent ni d'endosser la responsabilité des décisions difficiles, ni de prendre des risques, forcent le respect, ce qui se traduit à terme par de riches dividendes. Ils peuvent exiger des sacrifices, unir les fauteurs de troubles et faire, parfois, des erreurs sans susciter ni récrimination ni doute. Ils n'ont pas besoin de vociférer, de se plaindre ou de forcer les personnes qui les suivent. Celles-ci le font de leur plein gré. Dans un milieu urbain comme le Southside Queens, le respect revêt une importance primordiale. Ailleurs, on peut tirer une certaine autorité et une certaine crédibilité de son éducation et de son curriculum vitae. Mais dans un quartier défavorisé, pas question. Là, tout le monde part de zéro. Pour mériter le respect de ses pairs, il faut prouver sa valeur de façon répétée. Les gens ont continuellement tendance à mettre en doute vos capacités et votre pouvoir. Il faut montrer encore et encore que l'on a ce qu'il faut pour prospérer et durer. Les grands mots et les belles promesses ne signifient rien. Seuls les actes pèsent. Si l'on est aussi authentique et coriace qu'on prétend l'être, on mérite un respect qui fait reculer les autres et rend la vie beaucoup plus facile. Telle doit être votre perspective. Vous êtes venu au monde sans rien. Les titres, l'argent et les privilèges dont vous avez hérité sont en vérité des handicaps. Ils vous font croire que vous méritez le respect. Si vous continuez à imposer votre volonté à cause de ces privilèges, les gens en viendront à vous mépriser. Seuls vos actes peuvent prouver votre valeur. Ce sont eux qui disent qui vous êtes. Il vous faut imaginer que vous êtes sans cesse mis au défi de démontrer que vous méritez la position que vous occupez. Dans un monde plein de contrefaçons et de faux-semblants, vous vous distinguerez comme quelqu'un d'authentique et digne de respect. Les plus grands dirigeants de l'histoire ont inévitablement appris par expérience la leçon suivante. Il vaut beaucoup mieux être craint et respecté qu'être aimé. Prenons l'exemple du metteur en scène de cinéma John Ford.
auteur de quelques films parmi les plus grands d'Hollywood. Le metteur en scène exerce un métier particulièrement difficile. Il doit gérer un personnel nombreux, des acteurs susceptibles et des producteurs tyranniques qui cherchent à intervenir à chaque étape du tournage, le tout dans des délais extrêmement rigides, avec des sommes énormes en jeu. Les metteurs en scène ont tendance à céder du terrain sur ces différents champs de bataille. Ils amadouent et cajolent les acteurs, ils entrent çà et là dans les vues des producteurs pour obtenir une certaine coopération en se montrant aimables et agréables. Ford était d'un naturel compréhensif, mais il avait appris que lorsqu'il dévoilait ce côté de sa personnalité, la maîtrise du produit final lui échappait rapidement. Acteurs et producteurs s'imposaient et le film perdait toute cohérence. Il avait remarqué que les metteurs en scène connus pour leur gentillesse ne duraient guère. Ils se faisaient sans cesse bousculer au point que leur film était minable. Dès le début de sa carrière, il choisit de se forger un masque, celui d'un homme implacable et même un peu effrayant. Sur le plateau, il faisait clairement comprendre qu'il n'était pas une prima donna. Il travaillait plus que tout le monde. Si l'on tournait dans des conditions difficiles, il dormait lui aussi sous la tente et se contentait d'une nourriture frugale. Il n'hésitait pas à en venir aux mains avec les acteurs. John Wayne, par exemple. Il ne plaisantait pas. Il tapait pour de bon et de toutes ses forces, et les acteurs répondaient avec la même énergie. Cela donnait le ton. L'acteur était alors gêné de se montrer pointilleux et de faire des caprices. Tout le monde était traité de la même façon. L'archiduc d'Autriche en personne, qui tentait une carrière d'acteur à Hollywood, se fit hurler dessus et bousculer dans un fossé par Ford lui-même. Il dirigeait les acteurs de façon unique. Il leur expliquait en quelques mots soigneusement choisis ce qu'il attendait d'eux. Puis, si cela se passait mal sur le plateau, il les humiliait brutalement devant tout le monde. Les acteurs apprenaient vite à faire attention aux rares mots qu'il prononçait, ainsi qu'à son attitude sur le plateau, souvent plus significative encore. Il fallait qu'ils se concentrent et paient de leur personne. Une fois, le célèbre producteur Samuel Goldwyn vint sur le plateau et déclara à Ford qu'il voulait juste le regarder travailler. C'était une façon pour le producteur d'espionner le metteur en scène et de faire pression sur lui. Ford ne dit mot. Mais le lendemain, il se rendit dans le bureau de Goldwyn et s'assit en silence dans un fauteuil devant celui-ci en le fixant d'un air furieux. Au bout d'un moment, Goldwyn, exaspéré, lui demanda ce qu'il faisait. Ford répondit qu'il voulait juste regarder Goldwyn travailler. Celui-ci ne l'importuna plus jamais sur le plateau et apprit vite à lui laisser de la place. Tout cela avait un effet étrange et paradoxal sur les acteurs et les techniciens. Ils se mirent à aimer travailler avec John Ford. Ils auraient fait n'importe quoi pour faire partie de sa petite équipe de collaborateurs réguliers. Étant donné le niveau de ses exigences, cela les poussait à travailler davantage. Il les amenait à se surpasser. Un compliment ou un geste aimable de sa part comptait double, et on s'en souvenait toute sa vie. Le résultat final de cette méthode rude et impitoyable était qu'il gardait sur le produit final une plus grande maîtrise que la plupart des autres metteurs en scène, et ses films étaient régulièrement de la plus haute qualité. Personne n'osait défier son autorité, et il resta à Hollywood le roi des westerns et des films d'action pendant plus de 40 ans, une réussite sans précédent dans ce domaine. Comprenons-nous bien. Quand on est aux commandes, il faut souvent faire des choix difficiles et obtenir des gens qu'ils agissent contre leur volonté. Si, par peur de ne pas être aimé, on adopte un style de commandement mou, amène et accommodant, on se retrouve avec de moins en moins d'espace pour obliger les gens à travailler davantage et à faire des sacrifices. Si l'on essaie brusquement de se montrer coriace, cela les blesse et les vexe. Leur amour se transforme en haine. Le comportement opposé conduit au résultat contraire. Si l'on se fait la réputation de quelqu'un de rude, qui obtient des résultats, les gens vous en voudront peut-être, mais cette réputation sera fondée sur le respect. Vous montrerez des qualités de dirigeant qui parlent à tout le monde. Avec le temps, une fois votre autorité solidement instaurée, vous aurez la faculté de faire machine arrière et de récompenser vos collaborateurs et même d'être gentil. Quand cela vous arrivera, ce sera pris comme un geste sincère et non comme un effort pour vous faire aimer. Et ce sera 2 fois plus efficace. Les clés de l'intrépidité. C'est une règle générale de la nature humaine
que les gens méprisent ceux qui les traitent bien et regardent vers ceux qui ne leur font pas de concessions. Thucydide. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres les plus primitifs ont constitué des groupes qui leur donnaient pouvoir et protection. Mais comme ces groupes grossissaient, ils engendrèrent un problème avec la nature humaine dont nous souffrons encore aujourd'hui. Les personnes ont différents niveaux de talent, d'ambition et d'assurance. Leurs intérêts ne convergent pas nécessairement sur tous les points. Quand sont en jeu des décisions importantes dont dépend le sort de la tribu, les membres songent souvent à leurs propres desseins personnels. Tout groupe humain est menacé de sombrer dans le chaos des intérêts divergents. C'est pour cela que chaque groupe se donne des chefs chargés de prendre les décisions difficiles et d'étouffer les dissensions. Mais les membres de la tribu ne manqueront pas d'éprouver vis-à-vis de leur chef des sentiments ambigus. Ils savent que les chefs sont nécessaires et qu'il faut respecter leur autorité. Mais ils craignent que ces chefs et ces rois n'accumulent trop de pouvoir et ne se mettent à les opprimer. Souvent, ils se demandent pourquoi telle personne ou telle famille mérite une position aussi élevée. Dans certaines civilisations antiques, le roi était mis à mort de façon rituelle au bout de quelques années pour s'assurer qu'il ne deviendrait jamais un oppresseur. Dans des civilisations plus avancées, il y avait des rébellions continuelles contre ceux qui étaient au pouvoir, des rébellions plus intenses et nombreuses que ce que nous connaissons à l'époque moderne. De tous les grands hommes de l'Antiquité qui se sont heurtés à ces difficultés, aucun ne se distingue autant que Moïse. Celui-ci avait été choisi par Dieu pour faire sortir les Hébreux de leur esclavage en Égypte et les conduire à la terre promise. Les Hébreux avaient beau souffrir en Égypte, ils y jouissaient d'une sécurité relative. Moïse les arracha à cette vie sans surprise et les fit errer 40 ans dans le désert où ils souffrirent du manque de nourriture, d'abri et de confort. Ils remirent continuellement en cause l'autorité de Moïse et en vinrent à le haïr au point que certains complotèrent sa mort, comme ces rois qu'il faut sacrifier. Ils le considéraient comme un oppresseur et un fou. Pour le soutenir, Dieu faisait régulièrement des miracles, prouvant que Moïse était élu et béni par lui. Mais ces miracles étaient vite oubliés. Les Hébreux recommençaient à maugréer et à se montrer récalcitrants. Pour surmonter ces obstacles apparemment insurmontables, Moïse recourut à une solution unique. Il réunit les 12 tribus continuellement divisées autour d'une cause simple et unique, adorer un seul Dieu, et d'un but réalisable, atteindre la terre promise. Moïse n'était là ni pour le pouvoir, ni pour la gloire, mais uniquement pour leur faire atteindre cet objectif tant désiré. Moïse ne pouvait se permettre de s'absenter, n'était-ce qu'un jour ou deux, ni de relâcher son commandement. Les tribus avaient sans cesse tendance à douter de lui et à oublier leur objectif général, la raison de leur souffrance. Le mot hébreu signifiant « conduire » se traduit par « être devant ». Il fallait que Moïse soit constamment à l'avant-garde et qu'il les unisse autour de sa vision de la terre promise. Pour cela, il lui fallait se montrer impitoyable vis-à-vis des dissidents. Il fit exécuter des familles entières qui s'opposaient à son grand dessein. En somme, Moïse apprit à jouer auprès des Hébreux le rôle d'un homme possédé par la vision de Dieu, indomptable dans son esprit et agissant pour un bien supérieur. L'Hébreu de base était en droit de se demander si la terre promise n'existait pas seulement dans l'esprit de Moïse. Mais la puissance de sa conviction et la détermination avec laquelle il conduisait le peuple rendaient difficile le fait que l'on doute de lui. Il fallait qu'il joue ce rôle jusqu'au bout pour convaincre les Hébreux que sa position de chef était légitime et sanctionnée par Dieu. Sa capacité à commander un groupe aussi hargneux pendant quelques 40 ans peut être considérée comme le plus grand exploit de commandement de l'histoire. Les hommes d'aujourd'hui imaginent avoir dépassé depuis longtemps leurs origines tribales primitives. Après tout, nous vivons dans un monde laïque et rationnel. De nos jours, un leader a besoin de posséder certaines compétences en technique et en gestion. Mais 3000 ans de civilisation n'ont pas changé la nature humaine. Les difficultés récurrentes auxquelles se heurtent des chefs comme Moïse sont aujourd'hui plus manifestes que jamais. Les hommes faisaient autrefois passer en premier l'intérêt de la tribu. Mais aujourd'hui, nous sommes plus individualistes dans la défense de notre carrière et de nos intérêts personnels. Les querelles de bureau représentent d'ailleurs le point extrême de cette tendance. Nous sommes à présent plus sollicités que jamais. Du matin au soir, des milliers d'informations se disputent notre attention.
Cela nous rend moins patients, moins capables de tout remettre dans le contexte général. Si l'on nous arrachait à l'esclavage, nous ne pourrions nous concentrer sur la terre promise plus de quelques minutes. Concernant les détenteurs de l'autorité, nous sommes beaucoup plus sceptiques. Nous percevons toujours l'antique ambiguïté des dirigeants. Au lieu de les immoler, nous les jetons en pâture aux journalistes et nous nous réjouissons secrètement de leur chute. Pour être dirigeant aujourd'hui, il faut triompher de ces aspects de la nature humaine tout en ayant l'air juste et convenable. Un défi presque impossible à relever. Dans le même temps, cependant, les hommes perçoivent cet individualisme et cet égoïsme comme un phénomène décourageant. Ils ont désespérément besoin de croire en quelque chose, de participer à un grand dessein, de suivre un chef qui donne un sens à leur vie. Ils sont plus qu'ouverts au type de meneur presque religieux incarné par Moïse. Si vous êtes aux commandes, vous devez vous débarrasser de vos préjugés modernes et du fétichisme de la technologie. Le fait d'être un chef signifie encore que vous devez vous mettre dans la peau du personnage à la tête du groupe pour le conduire avec intrépidité. Si vous échouez à rassembler le groupe autour d'une cause glorieuse, l'équivalent de la terre promise, vous constaterez qu'il vous faut harceler vos subordonnés, lesquels ont constamment tendance à se diviser en factions. Vous devez plutôt vous ériger en prophète, comme si vous aviez simplement été choisi pour les diriger vers un but élevé. Ils seront alors obligés de vous suivre par eux-mêmes, voyant que vous n'imposez pas votre pouvoir personnel, mais que vous défendez la cause qui vous unit tous. Cela vous conférera l'autorité nécessaire pour commander et une aura de pouvoir. Pour maîtriser l'art du commandement, vous devez vous considérer comme un acteur qui joue tel ou tel personnage pour impressionner vos disciples et les amener à vous suivre avec l'enthousiasme nécessaire. Voici les 4 rôles que vous devez apprendre à jouer. Le visionnaire. Au début du XXe siècle, Thomas A. Edison était considéré comme le plus grand inventeur et scientifique d'Amérique. Ses laboratoires de recherche avaient produit la plupart des grandes innovations de l'époque. En réalité, Edison n'avait fait que quelques mois d'études et n'avait rien d'un scientifique. C'était en revanche un visionnaire, un stratège et un excellent homme d'affaires. Sa méthode était simple. Il parcourait la planète à la recherche des derniers progrès de la science et de la technique. Avec son sens des affaires et sa perception des dernières modes, il réfléchissait sérieusement à la façon dont ces découvertes pouvaient s'appliquer à des produits d'un grand intérêt commercial, capables de changer la vie des gens. L'électricité pour l'éclairage des villes, le téléphone pour changer la façon de commercer, le cinéma pour distraire les masses. Il embauchait alors les plus grands spécialistes de ces différents domaines pour donner vie à ses idées. Chaque produit passant dans son laboratoire, il recevait la marque inévitable de la vision particulière d'Edison et de son sens du commerce. Il faut bien comprendre que tout groupe a besoin de buts et d'objectifs à long terme pour fonctionner convenablement. Mais la nature humaine fait un grand obstacle à cela. Notre pente naturelle nous conduit à nous user dans les batailles et les problèmes immédiats. Nous trouvons très difficile, voire contre nature, de nous concentrer en profondeur sur l'avenir. La prévision exige un cheminement particulier de la pensée qui s'acquiert par la pratique. Cela signifie projeter plusieurs années à l'avance des étapes pragmatiques et réalisables et articuler un projet en fonction de ce but. Cela signifie prévoir des chemins différents mais convergents à choisir selon les circonstances. Cela signifie s'attacher affectivement à son idée. Ainsi, quand 1000 distractions et interruptions voudront vous détourner de votre route, vous aurez la force et la motivation pour garder le cap. Sans la présence d'un chef rédigeant la feuille de route qui conduit à ce grand but, le groupe va s'égarer à droite et à gauche, saisir des solutions permettant de faire de l'argent rapidement ou se laisser détourner par les aspirations politiques mesquines de tel ou tel membre. Il ne réalisera jamais quelque chose de grand. En tant que chef, vous êtes le seul rempart contre ce vagabondage incessant. Vous devez avoir la force d'imprimer au groupe votre personnalité, votre vision, pour lui donner une âme et une identité. Si vous perdez de vue votre grand dessein, il ne peut arriver que des catastrophes. Vous devez jouer ce rôle de visionnaire avec une emphase spectaculaire, comme Edison qui était un excellent comédien et vendeur. Il faisait des présentations éblouissantes de ses idées et organisait des événements pour être en première page des journaux. Tel Moïse décrivant la terre promise, il brossait un tableau flatteur de l'avenir que ses inventions allaient apporter. Cela attirait l'argent des investisseurs et motivait ses chercheurs.
C'est votre passion et votre confiance en vous-même qui convaincront les gens que vous savez où vous allez et qu'il faut vous suivre. L'unificateur. Quand Louis XIV prit le pouvoir en 1661, il héritait d'une situation épouvantable. Les grands féodaux, ducs et pairs de France, étaient maîtres chez eux. Les ministres, tels les cardinaux Richelieu et Mazarin, prenaient toutes les décisions importantes échappant aux grands seigneurs. Le roi avait un rôle essentiellement protocolaire, à la tête d'un pays profondément divisé dont le rayonnement en Europe déclinait depuis un moment. Louis XIV était résolu à redresser la situation. Sa méthode s'avéra puissante et spectaculaire. D'abord, il garda ses intentions secrètes. Puis, brusquement, il annonça à tous qu'il n'allait pas nommer de ministre pour conduire les affaires du pays. L'État, c'est moi. Ensuite, il ordonna à l'aristocratie de s'installer au palais de Versailles, qu'il avait récemment construit. Plus près on vivait du roi dans le palais, plus d'influence on avait. Ceux qui restaient isolés sur leur terre à conspirer contre le roi se retrouvaient coupés de ce nouveau centre du pouvoir que Louis XIV avait créé. Cependant, sa manœuvre la plus brillante fut aussi la plus subtile. Il inventa une cause à proposer aux Français. La grandeur et la gloire du pays lui-même, qui aurait pour mission d'être le centre de la civilisation et du raffinement, le modèle de toute l'Europe. Pour nourrir ce dessein, Louis XIV fit plusieurs guerres destinées à étendre la puissance politique du royaume. Il devint le principal protecteur des arts. La culture française faisait l'envie de toute l'Europe. Pour distraire le public de ses manœuvres de pouvoir, il donna des spectacles impressionnants. La noblesse n'avait pas à se battre pour le roi, mais pour la grandeur de la nation. Ainsi, ce pays gravement divisé, presque anarchique, devint la première puissance d'Europe. Je m'explique. La dynamique naturelle d'un groupe est d'éclater en factions. Les gens veulent protéger et promouvoir leurs intérêts personnels. Pour cela, ils nouent des alliances politiques à l'intérieur du groupe. Si vous les contraignez à s'unir sous votre commandement en supprimant les factions, vous prendrez peut-être le pouvoir, mais au prix de graves ressentiments. Ils vous soupçonneront naturellement d'augmenter votre pouvoir à leurs dépens. Si vous ne faites rien, vous vous ferez cerner par des ducs et des grands seigneurs qui vous rendront la tâche impossible. Un groupe a besoin d'une force centripète pour lui donner unité et cohérence, et pour cela, la force de votre personnalité ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une cause, un grand dessein que vous incarniez avec intrépidité. Il peut s'agir de politique, d'éthique ou de progrès. Vous travaillez à améliorer la vie des gens du groupe, par exemple. Ce dessein élève votre groupe au-dessus des autres. Il a une aura presque religieuse, c'est une sorte de culte. Dès lors, le fait de s'élever contre vous revient à s'opposer à cette cause, et c'est donc égoïste. Le groupe, imprégné par cette croyance, aura tendance à s'auto-censurer et à extirper les fauteurs de troubles. Pour jouer ce rôle de façon efficace, vous devez être l'exemple vivant de cette cause, de même que Louis XIV a incarné le pouvoir civilisateur de la France grâce à un comportement particulièrement étudié. Le modèle. On ne dirige pas un grand groupe tout seul. Ou bien on tombe dans la dictature, on s'y épuise et on se fait haïr. Il vous faut créer une équipe de lieutenants imprégnés par vos idées, votre esprit et vos valeurs. Une fois que vous avez vos adjoints, donnez-leur une certaine liberté pour fonctionner et apprendre par eux-mêmes et apporter à la cause leur propre créativité. C'est ce système que Napoléon Bonaparte a lancé et qui a été imité depuis par les plus grands généraux des temps modernes. Il donnait à ses maréchaux une idée claire des buts de la campagne ou de la bataille concernée, avec ce que l'on appelle depuis un ordre de mission. Ensuite, chacun se devait d'atteindre l'objectif demandé par ses propres moyens à sa façon. Ce qui comptait, c'était le résultat. Cette méthode se justifie par le fait que ceux qui occupent le terrain ont souvent une meilleure vision de ce qu'il faut faire. Ils ont plus d'informations que le chef. Si celui-ci fait confiance à leurs décisions, ils peuvent faire mouvement plus vite et se sentir plus engagés dans l'exécution de la guerre. Ce système révolutionnaire permettait aux armées napoléoniennes de se déplacer plus rapidement et produisit une équipe de maréchaux très expérimentés et brillants. Il fallait beaucoup de courage à Napoléon pour leur faire confiance et ne pas tenter de tout maîtriser sur le champ de bataille. Distribuer des ordres de mission est une façon efficace d'adoucir votre image et de masquer l'étendue de votre pouvoir. On ne vous considère pas seulement comme un leader, mais comme un modèle qui commande, galvanise et inspire ses lieutenants. Pour réaliser cette équipe,
Cherchez des personnes qui partagent vos valeurs et aiment apprendre. Ne vous laissez pas séduire par des curriculum vitae éblouissants. Il vous faut des hommes proches de vous, prêts à assimiler votre esprit et votre façon de faire les choses. Une fois que vous les considérez comme formés, n'ayez pas peur de leur laisser la bride sur le cou et de leur donner plus d'indépendance. À terme, cela vous économisera beaucoup d'énergie et vous permettra de vous concentrer sur la stratégie générale. Le preux chevalier. Chaque groupe possède une sorte d'énergie collective, mais laissé à lui-même, il dérive vers l'inertie. En effet, les individus ont le puissant désir d'être à l'aise dans un environnement confortable et familier. Quel que soit le groupe, conventions et protocoles s'y accumulent au fil du temps et gouvernent le comportement des membres. Plus le groupe est important, plus il tend à devenir conservateur et plus grande est sa force d'inertie. Paradoxalement, cette position défensive et passive a un effet déprimant sur le moral, tout comme le fait de rester à un endroit trop longtemps rend moins ardent. Très probablement, vous vous êtes hissé à la première place à force d'audace et grâce à un désir désespéré de progresser. Vous avez pris des risques qui vous ont permis de saisir avec toute votre énergie et votre créativité les occasions qui se présentaient, et cet esprit intrépide a attiré sur vous l'intérêt. L'inertie naturelle du groupe tend alors à niveler et à neutraliser la source de votre pouvoir. Vous êtes le chef. C'est vous qui pouvez changer cela et donner un rythme plus vivant et actif. Vous restez le chevalier audacieux et entreprenant. Vous vous obligez à lancer de nouveaux projets et à fixer des domaines à conquérir. Vous instaurez des mesures contre les dangers éventuels qui se profilent à l'horizon. Vous prenez des initiatives à l'encontre de vos rivaux. Vous gardez votre troupe en marche dans une attitude offensive. Cela les stimule et leur donne une sensation de mobilité. Vous ne prenez pas de risques inutiles, mais vous ajoutez une pincée d'agressivité à un groupe habituellement sclérosé. Les membres s'habituent à vous voir en première ligne et apprécient le sentiment grisant qui vous habite à l'aube de chaque nouvelle campagne. Retournement de perspective. Nous vivons à une époque où l'on se méfie de l'autorité sous toutes ses formes. Cela vient en partie du fait que l'on jalouse les puissants et ceux qui ont réussi quelque chose. Cela vient également des personnes que leur position a conduites à des abus de pouvoir. De toute façon, cette méfiance rend de plus en plus ardu un commandement fort et efficace. Sous l'emprise de cette force de nivellement, vous pouvez vous-même être tenté de faire preuve de moins d'autorité, d'être davantage comme tout le monde et de vous faire aimer. Cela ne fera que rendre votre tâche plus difficile. Mieux vaut, au contraire, voir le concept même d'autorité sous un jour nouveau. Dans le mot « autorité », il y a le mot « auteur ». La personne qui crée quelque chose de nouveau. Ce peut être une œuvre d'art, une façon de fonctionner ou de nouvelles valeurs. La santé de toute société dépend de ceux qui lancent ce genre d'innovation. Ces travaux et ces actions donnent à leurs auteurs la crédibilité et l'autorité pour en faire davantage. Le grand général romain, Scipion l'Africain, inventa une façon nouvelle de faire la guerre durant une campagne contre Hannibal. Le succès de Scipion lui donna l'autorité de conduire la campagne lui-même et plus tard de se lancer en politique. Pour les Romains, quiconque se comportait comme si sa position lui méritait certains pouvoirs perdait son autorité. On n'était plus un auteur, mais un consommateur passif de pouvoir. En tant que leader, c'est aussi la façon dont vous devez vous voir vous-même. Vous êtes un auteur qui crée un ordre nouveau, qui écrit une nouvelle scène d'une sorte de pièce de théâtre. Vous ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Vous posez continuellement des actes qui propulsent le groupe vers l'avant et apportent des résultats positifs. Ces derniers parlent d'eux-mêmes. Malgré l'esprit du temps, les gens aspirent en secret à être guidés d'une main de fer par quelqu'un qui sait où il va. Il est stressant de tout le temps errer et vagabonder. Les membres de votre groupe vous décerneront le respect et l'autorité dont vous avez besoin si vous les méritez en tant qu'auteur et créateur. En vérité, si les gens se méfient de vous et résistent à votre autorité, vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Un général en chef distingué ne se peut donc concevoir sans hardiesse, ce qui revient à dire que cette qualité est l'indispensable condition du commandement supérieur, et que sans elle, personne n'est apte à y être élevé.
Quant à savoir ce qui peut exister encore de hardiesse acquise ou modifiée par l'éducation et les hasards de la vie dans un homme parvenu au grade suprême, c'est une autre question. Plus il aura conservé de cette force, et plus son génie pourra prendre d'essor. Carl von Clausewitz.